télévision aux informations crédibles. Vous savez, le malheur avec nous, toutes les personnes que vous avez pris le risque de citer là, n'ont pas de raison d'organiser les élections. Si M. Félix Tshisekedi était suffisamment populaire, s'il était arrivé à résoudre tant soit peu le problème de la population. Il est toujours populaire selon plusieurs sondages. Oui, mais populaire de motard. Il est apprécié par les motards, certainement. Il est apprécié par sa famille biologique. Et les motards font partie aussi de la population. Oui, mais ils représentent quoi en termes de proportion? Et quand vous parlez de motards, il faut cibler aussi les zones. Il n'est pas populaire partout. Comme moi aussi, je peux prétendre être populaire dans un coin et ne pas être connu. Qui peut prendre le risque de voter un monsieur comme Félix Tshisekedi? Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Encore sur ces débats. Non, mais effectivement, ça joue sur sa vie, toute sa vie, au fait. Est-il suffisamment crédible pour que l'on croie à ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit en réalité? Avait-il le droit de le dire? Deuxième élément, nous prenons en termes de la tenue des élections. On peut organiser les élections avant comme après le délai fixé. Tout dépendra de conditions ou de la volonté de la classe politique et de la population congolaise. C'est ce qu'il avait précisé aussi. C'est possible, on peut organiser les élections avant, pendant ou après. Il avait précisé. Mais la question maintenant, qui doit décider? La classe politique. Non, mais attends, non, la classe politique n'a pas le pouvoir de décider. Le gouvernement de la République. Non. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. C'est encore souhaitable d'avoir une transition. Non, mais attention, la transition, c'est lorsque nous quittons une situation A pour une situation B sans nécessairement poursuivre la procédure qu'on s'était fixée avant. Si M. Félix Tshisekedi constitue un facteur bloquant, il peut partir. Comment ça? Comment ça? En enclenchant l'article 64. C'est lui le président de la République. Non, mais il n'est pas propriétaire de ces pays. Il a encore la légitimité. Il n'a jamais de légitimité. C'est une invention de Kabila. Lui-même. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Juste pour payer le personnel enseignant. Comment pouvez-vous expliquer? Vous allez vous endetter pour payer une dette, mais avec un taux d'intérêt. Il va contracter au niveau de Fonds monétaire international l'argent pour soutenir la santé. Nous allons payer avec un taux d'intérêt. Et ce qui est encore très grave, il prend l'argent, il s'endette pour garder. C'est-à-dire que vous vous endettez avec un taux d'intérêt pour aller garder et prendre des photos. On vous a chanté ici le réserve d'échange. Mais il y a près de 1 milliard. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi, le tout dernier numéro de la semaine. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui va s'articuler autour des deux principaux thématiques. D'abord, les élections dans les délais, est-ce que c'est encore possible au regard des multiples déclarations de Denis Kadima, qui revient de plus en plus sur la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est du pays. Hier, sur les plateaux de TV5, il s'est de nouveau exprimé et selon lui, il est inconcevable d'organiser les élections sans le Nord Kivu, ainsi que toutes les zones de la République démocratique du Congo qui sont en proie à l'insécurité. La CENI ne va donc pas déployer ses kits électoraux dans toutes ces parties du pays qui sont aujourd'hui frappées par l'insécurité. Est-ce que les élections sont encore possibles d'être tenues dans les délais? On en parle au cours de cette émission. Et puis on va chuter avec la situation sécuritaire, toujours dans la partie est du pays, mais aussi ici, à Kwamut, à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa. Vous avez suivi la réaction même du président de l'Assemblée nationale qui a reconnu l'existence d'une milice dans cette partie du pays. Entre-temps, l'Angola a décidé de déployer en République démocratique du Congo 500 éléments de son armée pour une période de 12 mois. Est-ce que c'est suffisant pour éradiquer
l'insécurité dans la partie est du pays. On en parle sur ces plateaux avec Alain Bolodjoa Ibola, président du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons. Bienvenue. Merci à vous, en tout cas, merci pour l'opportunité. Bien habillé. Ça n'a rien à voir avec ça. Comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Alors, une question d'observation pour plusieurs personnes. Alain Bolodjoa est très radical vis-à-vis de la personne du président de la République, alors que celle-ci n'est qu'une victime de la mauvaise politique menée par Joseph Kabila, que vous avez d'ailleurs accompagné. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'espère que cela vient de nos amis de l'UDPS. Oh, comment ça? Parce que très souvent, ce sont eux qui nous amènent dans ce genre de débat. Un problème personnel, un opposant personnel à M. Fessé. Vous êtes trop radical vis-à-vis de lui. Pas d'excuses pour lui. Personnellement, je ne le considère pas comme un enjeu. Je ne le considère pas comme un enjeu. C'est peut-être un accident de parcours. Si je suis opposant aujourd'hui, c'est par accident de parcours, parce que c'est lui qui est en face de moi, ou c'est lui qui est en face de nous, n'était pas prédestiné à être président. C'est juste une invention de Kabila. Ils ont profité de la forfaiture électorale, on a fait de lui ce qu'il est. Et ne pensez pas que dans le destin de Dieu, dans la volonté, pas la volonté permissive, dans la volonté de Dieu, il pouvait nous punir en ayant un président comme M. Fessé. Mais aujourd'hui qu'il est président de la République, pourquoi ne pas le soutenir? Non, mais attendez. Déjà, par rapport à la perception de l'État, par rapport à la conception de la démocratie, je ne suis pas obligé de le défendre ou de le soutenir. Il peut être là sans mon soutien. Il est là grâce à Kabila. Il n'a même pas été soutenu par le peuple pour qu'il soit là. Et donc, aujourd'hui, il n'a pas besoin de moi pour qu'il devienne compétent. Il a peut-être besoin de vous pour réformer ou remettre sur les rails quelques domaines de la société, notamment l'économie. Je ne le considère pas comme solution. Comment peut-il avoir besoin de moi? Apparemment, il est déjà bien entouré. On nous présente tous ces gens-là comme des gens intelligents, ils n'ont pas besoin de moi. S'il avait besoin de moi, je crois qu'il devait avoir besoin de moi dans le respect de la Constitution. Sortir en dehors de la Constitution, il ne faut pas compter sur moi. Alors, on me dit, non, j'ai soutenu Kabila. Oui, raison de plus pour ne pas soutenir Félix Tshisekedi. Parce que quand je soutenais Kabila, je pensais qu'il était plus sérieux. Et fort malheureusement, je me suis rendu compte que soutenir des gens par rapport à leur déclaration, ça ne suffit pas. Il faut que cette personne ait la capacité à exécuter ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Au regard de ce que j'ai fait dans mon passé, je considère que M. Félix Tshisekedi ne répondant pas aux critères, je ne peux pas le soutenir pour ne pas commettre une erreur de foi. Il suffit seulement de voir comment il articule même sa vision, comment il se comporte, comment il a accédé au pouvoir. Il n'y a rien de bon en Félix Tshisekedi. Donc le soutenir, pour moi, c'est marcher sur le droit souverain du peuple. Le soutenir, c'est cautionner ce que je pourrais qualifier d'imbécilité de gouvernance. Mais dans un pays où il y a d'énormes défis économiques à relever, vous avez de l'expertise, pourquoi ne pas la mettre au profit de la République? Je n'ai pas l'impression comme si je suis un homme providentiel. Il y a des gens qui ont de l'expertise, qui sont supposés travailler avec M. Félix Tshisekedi. Alors pourquoi n'arrive-t-il pas à donner de bonnes orientations? Voyez-vous? Et d'ailleurs, toute solution, comme je l'ai dit souvent, toute solution plus Félix Tshisekedi égale à zéro. Parce que M. Félix Tshisekedi est les zéros de la fonction. Croire que si tout le Congolais acceptait de le soutenir, il deviendra compétent, vous vous trompez. Nous avons besoin de la solution. Si il a été en mesure, il était capable de donner de bonnes orientations à notre pays, avec ou sans moi, les gens allaient constater. Il suffit seulement d'aller, de faire un tour au niveau du marché pour vous rendre compte que nous assistons là à ce que nous pourrons appeler l'inutilité d'un pouvoir mal acquis. Et donc, le problème n'est pas Alain Bolodjoa, le problème, c'est M. Félix Tshisekedi. Il n'a pas les prérequis nécessaires pour être président. Il est mal entouré par volonté et donc il ne mérite pas être président. Voilà.
Avant d'entrer même dans les menus ou dans les fonds même de notre émission, vous faites quelle lecture aujourd'hui de la situation économique de la République démocratique du Congo? On parle aujourd'hui de l'instabilité de la monnaie, de la dépréciation même de la monnaie. Vous avez suivi récemment le secrétaire général du parti présidentiel qui a dit que cette situation était causée du fait qu'on avait l'insécurité à l'est du pays. La gouverneure de la Banque centrale de l'autre s'est dit qu'elle est satisfaite de la manière dont les choses se déroulent sur terrain. Vous, comme expert en économie, vous qui maîtrisez la question économique, à ce jour, quelle lecture faites-vous de notre économie? Est-ce que nous sommes sur les rails? Est-ce que vous estimez que la République démocratique du Congo peut, dans les jours qui viennent, relever tous ces énormes défis économiques, où vous pensez que Félix Tshisekedi, le gouvernement de la République, Sama Lukonde à sa tête, Nicolas Kazadi, doivent encore beaucoup travailler? Bon, le malheur, c'est que il y a ce que nous pourrons appeler les incultes. Voyez-vous, des incultes, des gens qui n'ont pas assez d'informations sur le fonctionnement des institutions et surtout sur le fonctionnement de l'économie, puissent prendre parole en public. Voyez-vous, ça dénote quelque part une certaine légèreté. Quand on vous dit, non, voilà, la question, la fluctuation de la monnaie se justifierait du fait qu'il y a guerre dans la partie Est, je me pose la question, si un secrétaire général d'un parti, d'ailleurs je ne connais même pas son niveau, si un secrétaire général d'un parti politique peut raisonner comme un homme de la rue... Il a fait la fiscalité alliée, selon les informations à ma possession. Seulement, la fiscalité seulement. Il se limite là. Et c'est ça, c'est ce qu'on lui a appris à l'université. C'est-à-dire que le fait que vous êtes en situation de guerre, dans la partie Est, c'est la seule variable explicative de la situation de la monnaie. En bon, alors, avant que nous soyons, avant la date d'aujourd'hui, nous étions aussi en guerre. Et pourquoi les effets de la fluctuation de la monnaie ne se sont-ils pas ressentis lorsque la guerre commençait? Qu'est-ce qui a justifié aujourd'hui que nous atteignions 3,4, 3,35, 2,4 à 2,35 pour $1? Peut-il nous donner les raisons? Peut-il nous donner l'incidence de la guerre? Au niveau de la Banque centrale, on parle de la spéculation sur les taux des marchés. Vous comprenez que la banque c'est à 20,35. Ça, ce sont des mensonges grossiers. Vous comprenez que la Banque centrale ne justifie pas la fluctuation de la monnaie par rapport à la situation de guerre. Alors, comment des gens comme ça peuvent-ils faire orienter les débats au niveau de notre société? Comment pouvons-nous descendre aussi bas? C'est-à-dire quelqu'un qui prétend avoir fait l'économie appliquée ou la fiscalité, il ne sait même pas justifier la fluctuation de la monnaie. Et il est secrétaire général. C'est-à-dire que quand lui est avec les experts de son parti, on le considère lui comme l'homme le plus intelligent. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, nous n'avons pas de chance. Les raisons peuvent être multiples. Parce qu'il y a des politiques contradictoires au niveau de notre économie. Quand la dame vous dit qu'il y a un problème de spéculation, c'est-à-dire que le marché parallèle joue sur la spéculation, et cela fait que aujourd'hui nous n'arrivons pas à fixer le vrai taux. Si la Banque centrale a un taux et qu'au niveau du marché ce n'est pas le taux qui est appliqué, toutes choses restant égales par ailleurs, la population va préférer le taux parallèle. Parce que là, quand vous donnez votre $100, on vous donne 235 000 francs. Pourquoi aller à la banque pour aller changer à 2300 francs pour $1, alors que sur le marché parallèle, vous pouvez même arriver à 2400? Parce que l'essentiel pour celui qui a le dollar, c'est d'avoir un taux plus élevé. Absolument. C'est par contre celui qui a besoin des dollars, qui voudrait aller dans un marché où on peut avoir le dollar à un taux faible. Ce qui veut dire que s'il y a le dollar au niveau de la Banque centrale, il suffit seulement de dire aux banques commerciales que nous avons suffisamment de réserves d'échange, venez prendre le dollar chez nous à tel taux, et le fait seulement qu'il y aura augmentation de la masse monétaire en devise sur le marché, toutes choses restant égales par ailleurs, le taux va baisser. On avait vanté à un moment ici les réserves d'échange. Parce que ce sont des menteurs. C'est ce que je veux vous dire. Parce que ce sont des menteurs.
Parce que quand vous avez des réserves d'échange au-delà des 3,5 milliards de dollars et qu'il y a un problème de déséquilibre sur le marché, il suffit seulement d'injecter les devises sur le marché pour éponger la demande et cela va réduire naturellement... Mais pourquoi on ne le fait pas? Non, mais justement, ce sont des menteurs. Alors vous pensez que tout un gouvernement peut se permettre de mentir? Non, mais effectivement, ce sont des menteurs. En commençant par le sommet jusqu'à la fin. Ce sont des menteurs parce que s'ils avaient réellement des réserves d'échange, en réalité, on devait trouver un autre point d'équilibre. Peut-être qu'on ne va pas trouver le point d'équilibre de départ, mais avec le open market, on pouvait injecter les devises sur le marché. Cela va changer naturellement la situation conjoncturelle que nous vivons, parce que quand il y a augmentation de la masse monétaire en devises, cela donnerait naturellement la valeur au franc congolais. Très bien, on va parler... Soit ils ont augmenté la masse monétaire en franc congolais, plus proportionnellement que l'augmentation des devises. Là aussi, ça peut s'expliquer. Voilà pourquoi je vous dis, ils ont basé leur politique sur des mensonges. Lorsque j'en parlais, les gens ne voulaient pas me comprendre. Aujourd'hui, vous sentez que le marché est secoué. Et si vous prenez le prix que nous appliquons dans les réseaux sociaux, chez les opérateurs et les consorts, vous vous rendez compte que nous sommes pratiquement dans le marché parallèle. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement un problème de spéculation, il y a un problème de raréfaction des devises qui justifie. Alors la solution face à tous ces problèmes, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle de la flambée des prix. Il y a même des marches qui sont déjà organisées pour protester contre la vie chère, la flambée des denrées alimentaires. Alors qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Il faut faire partie, M. Félix Sekedi. Ça va résoudre quel problème? Non, mais ça va résoudre un problème de leadership. Vous savez, le mal, quand moi je suis en débat avec nos amis, certains économistes, surtout les publicistes, ils pensent que la gouvernance importe peu. La qualité de l'homme dirigeant importe peu. Non, attention. Si vous avez un monsieur comme Félix Sekedi à la tête du pays, vous ne pouvez pas vivre le mieux-être. Parce que lui-même constitue un obstacle, un facteur bloquant au processus de redressement. Tenez, il va vers le Fonds monétaire international pour faire ce qu'on appelle le tirage des DTS. C'est-à-dire qu'il va contracter, il va prendre du crédit au niveau d'une dette en fait, au niveau du Fonds monétaire international, juste pour payer le personnel enseignant. Comment pouvez-vous expliquer? Vous allez vous endetter pour payer une dette, mais avec un taux d'intérêt. Il va contracter au niveau du Fonds monétaire international l'argent pour soutenir la santé. Nous allons payer avec un taux d'intérêt. Et ce qui est encore très grave, il prend l'argent, il s'endette pour garder. C'est-à-dire que vous vous endettez avec un taux d'intérêt pour aller garder et prendre des photos. On vous a chanté ici le réserve d'échange. Mais il y a près de 1,5 milliard qui sont tirés par le DTS. Ce qui veut dire que ce qu'ils ont constitué là, c'était justement du vent. Et avec cet argent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé de faux projets. Et ils sont allés au niveau de la banque pour faire sortir l'argent. Et cet argent n'a pas été utilisé en interne. Cet argent a été transféré dans des banques étrangères. Il y a des détournements de fonds que nous décrions chaque jour. Et les gens qui détournent ne détournent pas en francs congolais. Ils détournent en dollars. Okay. Il y a des gens qui sont recrutés ici dans ces pays, qui sortent avec l'argent dans notre aéroport ici, pour aller les loger dans des banques étrangères. Cet argent qui va à l'extérieur, c'est en devise. Parce que notre monnaie n'est pas convertible. La valeur de notre monnaie se limite que au niveau de nos frontières. C'est-à-dire que pour faire les achats dehors, il faut prendre les devises. C'est ce qui justifie, dans une large mesure, la situation que nous vivons. Un autre élément, on laisse la latitude aux vendeurs sur le marché de fixer le prix à leur guise. Allez voir aujourd'hui, une mesure des haricots, c'est 20 en 4 000. Il y a une situation fâcheuse, une situation grave. Parce que le fait seulement qu'on n'a pas augmenté les salaires, eh bien, la population a perdu son pouvoir d'achat sans même recevoir d'abord les salaires. Donc, tous ces éléments-là démontrent à suffisance qu'il y a un problème d'incohérence en termes de politique. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de vision. Alors, si vous voulez résoudre le problème de manière pérenne, ayez de bons dirigeants.
Est-ce que c'est un bon président, un bon parlement, un bon gouvernement, et vous allez résoudre. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes à côté de la raison? Parce que les gouvernements en place continuent de nous vanter tous les jours pratiquement la maximisation des recettes dans les régies financières, l'IGF qui va enquêter ça et là pour ramener l'argent dans les trésors publics. Finalement, ça part où? Non, mais attention, on peut maximiser les recettes et ne pas améliorer les conditions de vie de la population. Mais à quoi servent alors toutes ces Mais recettes? il faut poser cette question à M. Fay, c'est que le jour il sera devant son juge naturel. Vous savez, ce qui est déplorable, c'est quoi? Je prends un exemple. On a augmenté le frais d'entrée des marchandises dans notre pays. Peut-être les gens ne se sont pas rendus compte. Pour faire entrer un conteneur de 40 pieds, aujourd'hui, c'est pratiquement dans le 12 000, 13 000 $. Alors qu'il y a peu, c'était dans le 9 000. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont trouvé qu'il y avait un mécanisme qui était mis sur pied pour stabiliser le prix sur le marché, avec les exonérations. Vous ont chanté ici que c'était du détournement, que l'ancien gouvernement avait créé un mécanisme pour s'enrichir sur le dos de l'État. C'était une mauvaise chose. Non. Lorsqu'on recourt à ces mécanismes-là, c'est justement pour alléger la charge d'importation ou la charge d'exploitation des entreprises qui vendent sur le marché. L'exonération, c'est un instrument que l'on peut utiliser justement pour jouer sur le prix sur le marché. Au lieu de payer telle taxe, tel impôt, on vous dit non, vous n'allez pas payer parce que nous voulons faire entrer les histoires. Et quand ces choses-là entrent, le vendeur va considérer qu'il a réduit sa charge d'exploitation et naturellement, il va baisser les prix. Eux ne le savaient pas. Ils ne savaient même pas que c'était un instrument légal. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur le marché. Vous pouvez donner à votre femme 10 $, elle a des maux de tête. Elle va acheter quoi? Parce que le pain qu'on achetait avant que M. Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir à 300 francs aujourd'hui, c'est à 1000 francs. Qui connaît le prix des transports dans cette ville? Personne. Donc, non, mais le gouverneur venait de sortir récemment ici. Ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Il a sorti un arrêté qui définissait. Mais ça vaut quoi? Lui-même vaut quoi? Le tarif. Cher ami, ça vaut quoi? Avant qu'il se ressaisisse pour prendre ces décisions. Il y avait une autre décision avant. Les transports étaient fixés à 500 francs. Mais nous prenions ces transports. Très bien. On va parler d'élection. Non, il faut qu'on parle de ces gens-là parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils prennent des décisions qui ne tiennent même pas compte de la dimension anthropologique, le contexte sociologique et social. Vous prenez une décision alors que vous n'avez même pas des instruments pour la faire appliquer. Ça vaut quoi sa décision? Et lui-même vaut quoi? Il avait promis de déployer sur terrain quelques inspecteurs, quelques éléments de la police pour veiller au respect et à l'application de cette mesure. Oui. Combien d'inspecteurs et pendant combien de temps? A-t-il une idée sur le budget de déploiement des inspecteurs? A-t-il ne fût qu'une cartographie? Ces gens ici ne sont pas sérieux. C'est une autorité. Non, mais autorité en quoi? C'est une autorité qui maîtrise la gestion de la vie. Ah bon, il maîtrise. Alors pourquoi avoir pris la décision aujourd'hui? Depuis qu'il a commencé à être ce que vous appelez autorité. Combien de fois il y a eu hausse de prix de carburant? Combien de fois a-t-il réajusté le prix? Et combien de fois est-il arrivé à faire appliquer l'ancienne décision qui fixait les transports à 500 francs? Vous êtes comme moi, vous fréquentez la ville, vous avez une idée sur le transport. Pouvez-vous me dire en clair le prix des transports Gombe, par exemple, personne ne connaît parce que ça dépend de ceux d'humeur des chauffeurs. Très bien. Ils doivent arrêter de faire leur blabla. On va parler élection. Vous avez suivi, ou vous suivez les multiples déclarations de Denis Kadima, président de la CENI. Derrière, il y a un jeu de ping-pong qui s'est fait entre lui et son prédécesseur, Corneille Nangaa. Il se tire à boulet rouge. On n'arrive pas à comprendre la raison de cette dispute. Pour Denis Kadima, c'est inconcevable d'aller aux élections sans le Nord Kivu. Il y a une sécurité là-bas. La CENI ne peut pas déployer ses kits électoraux. Peut-être que ses agents seront attaqués par les rebelles. Le président de la République, de son côté, évoque aussi la situation sécuritaire qui risquerait d'hypothéquer aussi le processus électoral. Est-ce que les élections auront-elles lieu dans les délais? Bon, dans votre question, il y a plusieurs éléments. Éléments d'appréciation, si on peut le dire. On parle d'abord de la qualité de l'homme. Si M. Kadima est suffisamment crédible pour que l'on prenne le soin, le temps d'analyser encore sur ces débats. Non, mais effectivement, ça joue sur sa vie, toute sa vie, au fait.
est-il suffisamment crédible pour que l'on croie à ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit en réalité? Avait-il le droit de le dire? Deuxième élément, nous prenons en termes de la tenue des élections. On peut organiser les élections avant comme après le délai fixé. Tout dépendra de conditions ou de la volonté de la classe politique et de la population congolaise. C'est ce qu'il avait précisé aussi. C'est possible, on peut organiser les élections avant, pendant ou après. Il avait précisé. Mais la question maintenant, qui doit décider? La classe politique. Non, mais attends, non, la classe politique n'a pas le pouvoir de décider. Le gouvernement de la République. Non, ils n'ont pas. Voilà pourquoi je vous dis, ils n'ont pas le droit de les faire. Il n'y a qu'un seul souverain. Ce ne sont pas vous, ceux que vous appelez dirigeants, qui doivent décider en lieu et place de la population qui est souveraine. Vous savez, le mandat du président de la République est fixé dans la Constitution. Celui qui va au-delà du mandat est un délinquant. Alors, si vos dirigeants ne sont pas des délinquants, ils doivent se ressaisir. Parce que vous ne pouvez pas prendre certains faits conjoncturels, certains impondérables, vous dites voilà, parce qu'il y a la guerre dans la partie Est, et donc on peut proroger le mandat. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous arrivez à ce stade-là, il faut poser la question au souverain primaire. C'est au souverain primaire de décider. Ce n'est pas à la classe politique. Parce que l'impression que nous donnons, c'est comme si la classe politique peut se décider de créer des circonstances, de créer des conditions pour qu'il n'y ait pas élection. C'est l'idée du président de la CENI. Non, mais effectivement, l'idée du président de la CENI qui sait que M. Kabila, M. Félix Tshisekedi a créé des circonstances pour qu'il n'y ait pas élection. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a créé la guerre? Effectivement, c'est lui qui a créé les M23. C'est M. Félix Tshisekedi qui a créé les M23. Il n'y a pas que les M23 qui opèrent en RDC. Non, mais est-ce que lui s'en soucie? Les ADF sont là, on parle des FDLR. Mais je vous dis ici devant le public, lorsqu'il faisait la cartographie, il est arrivé même là où il y avait ce que vous appelez les rebelles. Il est arrivé là. Ces agents étaient là. Comment sont-ils arrivés à faire la cartographie pour savoir que dans tel coin, tel autre coin, on va installer un bureau? Parce que dans son calendrier, toutes ces zones-là existent. C'est-à-dire qu'en faisant la cartographie, ils sont arrivés là. C'était parce que M. Félix Tshisekedi en voulait. Aujourd'hui, il veut aider par contre M. Félix Tshisekedi à ne pas organiser les élections. Voilà pourquoi lui, qui est supposé être technique, au lieu de donner son avis technique, il donne un avis politique. Mais il est réaliste. Il a dit jusqu'au 20 décembre, si la situation ne s'améliore pas, lui, il va s'en remettre à vous, la classe politique, pour décider. Jusqu'au 20 décembre. Oui. Ah bon? Donc il considère qu'au 20 décembre, s'il n'y a pas enrôlement d'une catégorie de Congolais, lui va approcher la classe politique pour décider sur la prorogation du mandat de M. Félix Tshisekedi et de ses députés de la honte. On convoque l'électorat 90 jours avant la fin du mandat. La loi sur la répartition des sièges doit se faire entre le mois de juin et le mois de juillet. S'il doit constater que l'incapacité de la CENI à organiser les élections, ça sera pendant l'établissement du fichier électoral, la fin, c'est-à-dire la compilation des données du fichier électoral. Ce n'est pas au mois de décembre. À quelques 3 ou 4 jours des élections. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, cette forme d'imbécilité collective, je n'en veux pas. Moi, je trouve quelque part que nous devenons, ce pays est dirigé comme si nous étions un pays de fous. Comment quelqu'un qui a un pouvoir selon la loi peut-il aller au-delà de la loi pour faire des déclarations politiques? Il est qui? Qui lui a dit que c'est à lui d'attendre le mois de décembre pour approcher la classe politique afin de proroger? Qui lui a donné ces pouvoirs-là? Non, mais c'est lui l'organisateur des élections. Non, il est organisateur, il est lié à la loi. Il ne peut pas aller en dehors de la loi. Parce que s'il va en dehors de la loi, lui aussi va délinquer comme d'habitude. Qui est-il pour décider sur la tenue ou pas des élections? Il n'y a que le souverain. Non, le peuple peut se décider. Je vous dis, peut-être qu'on ne prend pas le soin de bien lire la Constitution. Le peuple peut se décider aujourd'hui, oui, je veux avoir les élections dans 6 mois. C'est le peuple qui est souverain. Ça dit qu'on doit aller encore dans un référendum pour qu'on puisse décider sur la tenue ou pas des élections, alors que la CENI accuse déjà des arriérés de financement. Non, mais les arriérés de financement, qu'est-ce que ça a à voir avec le peuple?
Mais les référendums, ok. ça demande... Donc vous reconnaissez que M. Félix Tshisekedi a créé les circonstances de conditions pour qu'il n'y ait pas élection. Comment pouvez-vous m'expliquer cette réalité? Le pays est devenu plus riche, mais le pays est incapable de financer les élections. Lorsque nous avions un budget de 3 milliards, nous sommes arrivés à organiser les élections. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards. On a maximisé les recettes avec la magie à Linguetti, d'après ce qu'on nous dit. Et après, on dit non, voilà, la CENI n'a pas de moyens. Dans laquelle les fonds sont orientés vers l'armée. En bon, est-ce qu'on peut nous donner... C'est le président qui l'avait dit. Non, mais est-il suffisamment crédible pour que je croie à ce qu'il dit? Ça aussi, c'est le problème. Cher ami, vous avez, l'année passée, on avait un budget de 11 milliards. Ce qui est surprenant, la plupart des dépenses prévues n'ont pas été exécutées. On suppose que l'argent y est. Parce que quand vous maximisez les recettes, cela veut dire que vous dépassez les assignations. Vous avez plus de 11 milliards en main. Mais les dépenses qui étaient prévues, vous n'arrivez pas à affecter. Prenons, pour l'état de siège, il y avait un budget de 74 millions de dollars. Toutes ces opérations de l'armée peuvent nous prendre, prenons comme ça, 5 milliards de dollars. Cela n'empêche pas à ce qu'il y ait élection. Parce que nous avons vécu avec 11 milliards, si on garde les mêmes dépenses, on peut dépenser 5 milliards pour l'armée et organiser les élections. Parce que nous sommes arrivés à organiser les élections avec un budget de 3 milliards. Si nous atteignons 11 milliards, on a la capacité d'organiser les élections. Ça, ce sont des faux fuyants. Vous savez tout ça pourquoi? Pourquoi? Parce que le gourou considère que c'est à lui de décider s'il y aura élection ou pas. Alors, comme ils sont sur le pas de M. Kabila, qui est leur géniteur, ils considèrent que comme Kabila avait glissé, il a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait interprété l'article 70. Ils considèrent que, sur base de ça, ils peuvent y aller. Il n'y aura pas de glissement. Le président de la CENI a rassuré la population. Non, mais le glissement n'est pas le vocabulaire de la CENI. Non, mais comment pouvez-vous croire à ce genre de monsieur? Mais c'est un président. C'est le président. Non, mais il est président par accident. C'est un accident de parcours. C'est lui qui va organiser les élections. Fort malheureusement. Fort malheureusement. Voilà pourquoi moi je ne crois pas en ces processus électoraux. Parce que le gangstérisme que je vois là, personnellement, je ne peux pas en être consommateur. Alors, est-ce qu'au regard de tout ce qui est décrié aujourd'hui par le président de la République, par Denis Kadima, par quelques personnalités de l'Union sacrée, est-ce que vous pensez que les élections sont encore, je ne sais pas moi quelle expression utiliser, est-ce qu'on peut encore avoir les élections dans le délai requis par la Constitution? Je crois que c'est pratiquement la même question, peut-être que vous l'avez reformulée autrement. Je considère pour ma part, il n'y a que le peuple souverain qui peut en décider. Vous savez, le malheur avec nous, toutes les personnes que vous avez pris les risques de citer là, n'ont pas de raison d'organiser les élections. Si M. Félix Tshisekedi était suffisamment populaire, s'il était arrivé à résoudre tant soit peu le problème de la population... Il est toujours populaire selon plusieurs sondages. Oui, mais populaire de motard. Il est apprécié par les motards, certainement. Il est apprécié par sa famille biologique. Et les motards font partie aussi de la population. Oui, mais ils représentent quoi en termes de proportion? Et quand vous parlez de motards, il faut cibler aussi les zones. Il n'est pas populaire partout. Comme moi aussi, je peux prétendre être populaire dans un coin et ne pas être connu. Qui peut prendre le risque de voter un monsieur comme Félix Tshisekedi? Qui peut prendre le risque de voter un monsieur comme ça? Il n'a pas le profil? Non, du tout. Ni le profil, ni la carrure pour être payé. Mais il est là par la seule volonté de M. Kabila. Voilà pourquoi moi je le disais, je continue à le dire, je peux tout pardonner à Kabila sauf ça. Vous n'avez pas, vous, le droit de créer des conditions pour qu'il n'y ait pas élection. Si seulement il avait exécuté, d'ailleurs il n'a même pas de programme. S'il avait une vision sur l'État, s'il avait la capacité de bien gérer les choses, certainement qu'on allait avoir un président qui serait élu, au moins. Parce que là, il a été démocratiquement élu. C'est une invention de Kingakat. Ça n'a jamais été prouvé. Si, ça a été prouvé. Par qui? Par lui-même, il a confirmé. Il a dit quoi? Non, il a dit que ce qui s'est fait ici, ça s'est fait aussi aux États-Unis, en France. Le compromis à l'africaine,
C'est ça, c'est-à-dire qu'il a reconnu qu'effectivement, il est un fruit d'un arrangement particulier. Pour certains leaders de l'opposition, s'il n'y a pas élection dans le délai, Félix Tshisekedi doit faire ses valises. Pourquoi attendre qu'il n'y ait pas élection? Pourquoi on doit mettre en place une transition qui sera dirigée par la société civile, selon Martin Fayoulou. C'est urgent aujourd'hui, là, tel que je vous parle. Est-ce que vous avez les moyens pour arriver à vos fins? Ah bon, vous pensez qu'on doit faire quoi? On doit prendre les arbres? C'est à vous de nous dire. Ah, mais voilà pourquoi j'ai dit, quand vous parlez de moyens, vous voulez quoi? Qu'on prenne des arbres? Parce que je ne vois pas Félix Tshisekedi accepter facilement comme ça. Oui, mais parce qu'il n'aime pas ces pays. Alors, comment ça? S'il aimait ces pays, il allait démissionner. Avec tout ce qu'il a lancé ici comme programme. Oui, mais programme, qui lui a dit de lancer le programme? Parce que c'est anticonstitutionnel. Voyez-vous? C'est ça, c'est ça là le problème. Vous savez, moi si j'étais à la place, heureusement je ne peux pas être à sa place. Heureusement pour moi. Parce qu'au regard de ma formation, de mon éducation, je ne veux pas être à sa place. Si j'étais président et que je constate tout ce qu'il y a sur le terrain, j'allais démissionner. J'avais démissionné parce que je ne vois pas l'utilité d'un tel pouvoir. Alors, le président qui a réussi à matérialiser la gratuité de l'enseignement, vous bon? estimez qu'il n'a pas le profil pour diriger un pays comme le Congo? Là où avant lui, quelqu'un avait passé 18 ans sans matérialiser. Oui, mais parce que c'est programmatif. Cet article de la Constitution. Oui, mais ça c'est programme. C'est pas comme ce qu'il a fait. Allez voir, allez pester. Allez voir si ces ministères fonctionnent normalement. Allez voir. Prenez le courage, allez-y. Ça devient une sorte de bourbier là-bas. Allez voir ce qui s'est fait. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont presté, sans recevoir leur prime. Il y a ceux qui ont surveillé TENAFEP en 2020, 2 ans avant. Ils n'ont jamais reçu leur argent. Aujourd'hui, on est en train de vendre des SIM aux étudiants finalistes. Allez voir. On est en train de désactiver certains enseignants. Allez voir. On détourne l'argent chaque jour. On nomme des gens. Ce Copé avait combien d'argent avant ces désordres ici de la venue de M. Félix Tshisekedi? 1200 et quelques agents. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 3500. On a recruté tous ceux qui n'avaient rien à faire, tous ces anciens trésors, ils sont là. Allez voir, je vous dis, allez voir ce qui se passe dans ces ministères-là, vous allez comprendre que ça, c'est très grave. Quelle est la qualité aujourd'hui? La qualité de l'enseignement. Il y a des écoles où vous trouvez 120 élèves. Et vous appelez ça réforme, ça? Parce que dans l'approche pédagogique... Mais ça soulageait tant soit peu les parents. Non, mais ça soulageait les parents qui voulaient se débarrasser de leurs enfants. Ah bon? La finalité de l'enseignement, c'est quoi? N'est-ce pas de donner de la qualité aux enfants? Parce que dans leur approche, ils n'ont qu'une approche quantitative. Mais l'approche doit être plutôt qualitative. Quelle est la qualité de l'enseignement aujourd'hui? Quelle est la qualité de l'enseignant aujourd'hui? Qui connaît le nombre du personnel enseignant aujourd'hui dans ces pays? On engage chaque jour, alors que le gouvernement avait interdit d'engager les gens. Allez voir les listes, moi j'en ai ici, je vous dis, mais c'est grave. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu le Kounouna au ministère interdisant aux syndicalistes de manifester. Moi-même j'ai vu le Kounouna. C'est-à-dire que l'État congolais a recruté les Kounouna pour empêcher à ce que les syndicalistes manifestent. Et vous me parlez de la réforme, ça? Non. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? Il y a les projets Tilé-Gelou. Non, mais c'est un projet. Il y a 145 territoires. Oui, mais ça, ce sont des intentions. Il y a 1 milliard qui doivent être déboursés par le gouvernement. Conformément à construction d'écoles, hôpitaux. Non, mais ça, ce sont des fantasmes. Chez vous, à Mbandaka, on va construire une université très moderne. Très moderne, oui. Dans ses rêves, oui. Heureusement pour nous, il a dit, s'il ne construit pas, le jour où il viendra, on doit lui poser la question. Heureusement pour nous. Mais dans son Kasaï natal. Jusque-là, on attend cette fameuse université. Il a fait autant de promesses. Est-il suffisamment crédible? Je ne pense pas. Très bien. Alors, selon certaines indiscrétions, une transition serait en gestation. On parle des négociations ou des tractations qui se font en coulisses entre Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Peut-être l'opposition sera aussi rapprochée. Oui. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, c'est encore souhaitable d'avoir une transition? Non, mais attention. La transition, c'est lorsque nous quittons une situation A pour une situation B sans nécessairement poursuivre la procédure qu'on s'était fixée avant. Si M. Félix Tshisekedi constitue un facteur bloquant, il peut partir. Comment ça? Comment ça?
en enclenchant l'article 64. C'est lui le président de la République. Non, mais il n'est pas propriétaire de ces pays. Il a encore la légitimité. Non, il n'a jamais de légitimité. C'est une invention de Kabila. Lui-même a avoué, a reconnu ça devant Macron. C'est une invention de Kabila. Non, à un certain moment, vous donnez l'impression comme s'il a les certificats d'enregistrement du pays, le pays lui appartenait, il peut en faire ce qu'il veut. Non, mais c'est encore lui le président de la République. Non, mais il peut partir. Il est encore légitime. Non, mais ce n'est pas le nom de sa famille. La fonction du président n'est pas liée à sa famille. Il peut partir. C'est ce que je souhaite, en tout cas. Il peut partir. Il a encore le droit de se présenter pour un nouveau mandat. Non, mais il a déjà exprimé il ne peut avoir de droit que s'il respecte ses devoirs. Ne pensez pas que le droit vous est reconnu comme ça. Il faut aussi avoir les devoirs. Lui, il a les devoirs. Non, mais cette fameuse transition... Pour quelle finalité? Non, mais justement parce que c'est lui qui est là et le fruit de la forfaiture électorale et il est en train de diriger le pays en violation de la Constitution. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas organiser les élections. Non. Voilà pourquoi j'ai dit il y a des divergences entre nous, des débattes et les autres opposants. C'est-à-dire qu'à ce jour, il y a des opposants qui ont déjà accepté de participer à ces jeux. Non, mais ça a commencé bien avant, depuis 2021. Ok. Le 31 décembre 2022, il devait faire une déclaration lors de l'échange des vœux, disant qu'il allait mettre en place un gouvernement de très 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 large union nationale. Il y a de ceux qui ont gobé. Mais ça va résoudre quel problème? Non, mais ça va résoudre son problème à lui. Il a géré, il a amené le pays dans un guet-apens, il veut s'en sortir en appelant les autres. Quand il vous dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue, il faut que nous soyons unis, c'était ça le message. Mais il l'avait fait déjà avec l'Union Sacrée. Non, mais parce qu'il avait rejoint avant de se retirer. Effectivement. Il est encore Vital Kamerhe. Jean Bébéma n'existe plus. Jean Bébéma n'existe plus. Baïmoto. Non, mais quand vous parlez de Baïmoto, vous faites référence à ce qui s'était fait en 2006. Il a quelle carrure aujourd'hui? Il représente quoi? Il est encore là, président du MLC. Non, mais le MLC représente quoi aujourd'hui? Non, mais dites-moi, le MLC représente quoi aujourd'hui? Le MLC, ça représente quoi? C'est un club d'amis. Il n'y a rien dans un MLC. Ça reste un des grands partis de la RDC. Le MLC n'est pas un grand parti. Ah bon? Non. Parce que le MLC vit sous le mamelon de l'UDPS. À l'époque, quand on appelait Bemba Baïmoto, il pouvait s'incliner ou être aligné à la queue leu derrière Kabouya. Non, mais après 10 ans de prison, il a acquis une certaine maturité. Voilà pourquoi il s'est aligné volontairement. Il commence même à ascenser. Non, mais il a répondu à un appel. Le président a estimé qu'il était... C'est qu'il veut dire que le Baïmoto n'existait plus. Mais quelque part, ça ne sera pas aussi contradictoire de la part de Félix Tshisekedi, lui qui disait à l'entame de son mandat qu'il était bloqué par Joseph Kabila et qu'actuellement il doit encore recourir vers le même Kabila. Oui, parce qu'il est bloqué, c'est une invention. Vous ne pouvez pas demander. Vous savez, M. Kabila, c'est comme, comment je peux l'appeler? C'est-à-dire que c'est lui le fabricant. Voyez-vous, il connaît le point fort et le point faible de son produit. Rien ne vous rassure que Kabila n'était plus en odeur de sainteté. Le fait, c'est qu'il n'était plus en odeur de sainteté avec Kabila. Peut-être les gens n'ont pas compris l'astuce. C'est FCC Cash qui a eu des problèmes. Ce n'est pas Kabila et Félix Tshisekedi. Voyez-vous, ils sont dans leur logique. Ça veut dire qu'ils se sont préparés. Parce que quand vous prenez ce que Félix Tshisekedi fait, vous analysez en profondeur ces méfaits. Tout ce qui pose comme acte dans notre pays, vous allez vous rendre compte, cher ami, que M. Félix Tshisekedi est en train de faire les lits pour Kabila. Et apparemment, Kabila lui-même ne sera pas candidat, apparemment. Kabila va chercher quelqu'un de son entourage, et au regard des actions que nous voyons sur le terrain, c'est comme si Kabila est en train de préparer sa femme. Ah bon? Ah oui, parce que ce qu'elle fait, elle est en train de battre les campagnes. Attendez un peu. Au niveau du FCC, il y a des gens qui sont là depuis des années. Des caciques, tous ces gens qui ont combattu aux côtés de Kabila. Ils sont là depuis des années. Chadari est là. Non, mais Chadari, c'est un produit déjà impropre. Obemina est là. Chadari, c'est un produit déjà impropre. Non, il a été candidat. On lui a donné l'argent, près de 100 millions de dollars. Lui-même a consommé, a mangé la sémence. C'est-à-dire qu'au regard de ce qu'il y a, certains pensent qu'il faut qu'il y ait une transition. Avec Félix Tshisekedi ou sans Félix Tshisekedi. Mais les raisons avancées, c'est seulement pour des raisons électoralistes.
Non. M. Félix Tshisekedi peut être mis de côté, même pour sa gouvernance. Il a posé des actes contre les intérêts de la Constitution, les intérêts de la population. On n'en parle pas, on ne voit que les élections. Non, on va partir au plus vite. On va revenir sur ces sujets, mais il y a une information qui vient de nous tomber, un flash. Nous apprenons à l'instant même que Jimmy Kitenge du PPRD vient d'être libéré. Oui, mais là, il est libéré, gloire à Dieu. C'est déjà une bonne chose parce que c'est ce que nous avons souhaité. Mais pourquoi a-t-il été arrêté? Pourquoi? Pourquoi avoir pris quelqu'un, le mettre en dehors de sa maison pendant près de 8 mois, je crois, 6 ou 8 mois, comme ça, pour rien? C'est le cas de votre jeune frère aussi aujourd'hui. Manik Siyem, il est abandonné comme ça et personne n'en parle. Il est où d'abord? À la mer. Ah bon? Il est à la mer, 3Z, en face de la primature. C'est-à-dire que ce sont là des raisons pour faire partie de M. Félix Tshisekedi. Comment on peut prendre quelqu'un, pendant autant de mois, on le met au cachot? Moi, je pensais que c'était grave. Pourquoi est-il libéré? Quelle est la sanction? Qu'est-ce que les juges ont dit de son dossier? Voyez-vous? Aujourd'hui, Manik, ça fait près d'un mois au cachot. Plus même, c'est depuis le 28 janvier. Ce qui est surprenant, il n'a jamais été en contact de son juge. Et même son avocat a des difficultés. Il vient à peine de se marier, lui. Vous ne voyez même pas comment vous avez brisé la famille de quelqu'un comme ça. Il a laissé un bébé, je crois, d'une année. Non, mais effectivement, comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si nous sommes dirigés par des fous. Des gens qui prennent des décisions sans réfléchir. C'est pas normal. Et voilà, aujourd'hui, il est libéré. Et après, demain, il sera encore arrêté. Est-ce que la libération de Jimmy Kitenge, c'est à mettre aussi dans l'actif? Papa, il y a une négociation. Il y a une négociation. Je vous dis, il y a une négociation. Nous autres aussi, nous étions contactés. J'ai refusé. Il y a une négociation. Et ça a commencé depuis 2022, 2021 d'ailleurs. Il y a une négociation. La classe politique congolaise. Mais pourquoi une transition alors que c'est l'année électorale? Il y a les moyens, il y a les budgets, il y a maximisation des recettes. Félix Tshisekedi veut glisser. Pour quelle Quand je vous disais qu'il n'y aura pas de glissement, il a été contre les glissements de Joseph Kabila en 2016. Ah bon? C'est grâce à lui que Kabila a glissé. Comment ça? Oh, cher ami. Vous oubliez tous ces... Cher ami, quelle est la famille? Manifestations organisées par l'UDPS. Non. Vous vous souvenez de ce genre d'histoire-là? Carton jaune, carton rouge. J'ai l'avantage de maîtriser ce qui se fait dans l'opposition et au pouvoir. J'étais dans l'opposition, j'étais au pouvoir, aujourd'hui je suis dans l'opposition. Je connais le système des jeux. Je connais. Voilà pourquoi je dis, il faut que nous ayons une nouvelle classe politique. Ne comptez pas sur ces gens ici. La famille Tshisekedi a aidé Kabila à glisser. De quelle manière? Moyennant quelque chose. De quelle manière? Ils ont facilité à Kabila de convaincre toute la classe politique d'aller au dialogue. Ça a commencé en 2013. Non mais justement parce que... Laissez-moi. Ça a commencé en 2013. Ils ont approché Kabila. Ils ont négocié avec Kabila. C'est Kabila qui les a approchés ou ce sont eux qui ont approché? Laissez-moi parler. Okay. Ils ont approché Kabila. Kabila a compris leur faiblesse. Il a commencé à s'organiser. Il a commencé d'abord par le concertation. 2013-2014. Après, il a convoqué le deuxième dialogue. Il citait l'Union africaine. Après, il a convoqué. Mais avant ça, c'était précédé par quoi? Il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres entre le membre de la famille Tshisekedi et le membre de la famille politique de M. Kabila. L'affaire ça, c'est venu après. Il y a eu des rencontres, ils se sont parlé, ils sont tombés d'accord. Le jour où vous aurez le docteur Pasteur Mougalou, il va vous dire des choses. Il y a eu des rencontres, il y a eu des factures qui ont été payées. Mais pourquoi la même famille politique a encore organisé des manifestations pour exiger le départ de Kabila? Non, non. Ils ont travaillé pour Kabila. C'était pour, ils ont fait ça avec Mobutu. C'était pour faire pression. Vous savez, il y a certains des opposants aujourd'hui, là, s'il a des factures à payer, ils commencent à faire des déclarations pour qu'on la paye. Ils sont nombreux, ils sont habitués comme ça. Et ceux qui l'appellent ils sont dans cette éducation-là. Nous voulons qu'il y ait les changements. Vous savez, le plus grand problème de notre pays, la classe politique est égocentrée. C'est-à-dire qu'ils ne voient que ses intérêts. Les politiciens ne voient que leurs intérêts, alors que le peuple est en train de souffrir. Et c'est pourquoi vous avez accepté d'organiser une transition en lieu et place des élections? Moi, je ne ferai rien avec Facebook. De toute façon, pas de compromission avec les élections ne vont rien changer. Ah bon?
Parce qu'actuellement, là, il y a même Noël Tchani qui exige le remboursement de ces 100 000 $ de caution parce que c'est référent au propos de Corneille Nangaa. Il n'y a pas eu élection en 2018 et ils ont été utilisés comme des dindons pour... De la farce. Oui, mais il a compris, mais en retard. Quand moi j'en parlais, qui me croyait? Voyez-vous, il est temps pour le peuple de se prendre en charge. Ne comptez pas trop sur la classe politique. Dans la plupart des cas, ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Est-ce que Fayulu est partant pour cette idée de la transition? D'ailleurs, il s'est exprimé déjà, il faut une transition qui sera dirigée par la société civile. Aucun acteur politique ne doit prendre part à la gestion durant cette période. Non, mais c'est une bonne idée, mais on doit s'asseoir pour que l'on réfléchisse ensemble. Voyez-vous, parce que ça ne doit pas venir d'un Dieu qui prend des décisions et qui impose aux autres. C'est un parti politique. Il n'a pas imposé. Non, mais je ne parle pas de lui. Je suis dans le principe. On doit s'asseoir, on doit réfléchir. Mais pour que nous arrivions à ça, il faut d'abord qu'il y ait une révolution. Parce que si vous voulez négocier avec monsieur... Non, mais dites-moi, comment vous allez faire ça sans le peuple? Comment? Comment allez-vous faire? Mais en 2016, on a tenu aussi... Non, mais voilà pourquoi les Russes, ils ont échoué. Sans le consentement de ces mêmes peuples. Non, mais attention. Et c'est ces mêmes peuples qui ont été aussi... Non, mais attention, voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes là pour réveiller le peuple, lui amener un bon message. C'est le même travail que Olenga Koyi avait fait en 2016. Non, Olenga Koyi avait préparé... Laissez-moi parler. Olenga Koyi préparait les terrains pour qu'il y ait glissement, pour qu'il y ait dialogue. Comme ça, ils vont se partager le pouvoir. Vous n'avez pas vu son secrétaire général devenir ministre? C'est ça. C'est-à-dire que la classe politique veut prendre en otage le peuple. C'est au peuple de décider. Ce n'est pas à cette fameuse classe politique. Parce que dans la plupart des cas, tous là sont membres de la SOP, non? Dans la plupart des cas, ils sont membres de la SOP. Ils ont travaillé ensemble, ils ont des amitiés, ils ont des amis communs, ils se rencontrent deux fois. Nous voulons assez que le peuple décide. Alors pour que le peuple décide, il faut que nous passions par la révolution. S'il n'y a pas de révolution, il n'y aura pas de transition. On termine l'émission par cette toute dernière question en 1 minute. L'insécurité, l'Angola a décidé de déployer en RDC 500 militaires. Sur demande de la RDC. À Kouamout, ici, ça continue de tirer. Mbosso a reconnu l'existence d'une milice. Que faire aujourd'hui pour mettre fin à l'insécurité? Il faut faire partie, M. Félix Sekedi. Encore. Et toute sa bande. Je vous dis. M. Mbosso peut-il nous dire le rôle qu'il a pu jouer pendant tous ces temps? Pourquoi, quand il veut faire l'ouverture de la session, il vous parle de la situation qui se vit là-bas? Mais c'est presque chaque jour qu'on tue des gens. Quels sont les mécanismes que lui a préconisés? Quelle est la vision de leur famille politique? Il y a des gens qui meurent chaque jour. Quand vous prenez les embarcations qui vont vers chez moi à l'Équateur, ils sont chaque jour traqués. Mardi dernier, on a tué encore. Ils continuent à tuer. Chaque jour, on tue. Même ici à Kinshasa avec le couloir. Peut-être que vous serez surpris. Même ces délinquants-là se sont fait enrôler. Ah oui, ils se sont fait enrôler. La CENI a déployé des gens là-bas. Ils étaient pris en charge par le groupe armé là-bas. Ils se sont fait enrôler. Il y a des délinquants là-bas, ce qu'on appelle le Mobondo. Très bien. Ce sont là des réalités. C'est-à-dire que nous pensons la sécurité doit être notre cheval de bataille à nous tous. Mais pas avec un commandant en chef aussi défaillant que Félix Sekedi. Alain Bolodjoa, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Ainsi prend fin cette émission. C'était le tout dernier numéro de la semaine. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Bonne évasion sur les antennes de Perfect Télévision. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations